Je parlais du fameux projet des 145 territoires. Le projet des 145 territoires, c'est un projet en fait qui a bafoué également le droit et la science. C'est un projet politiquement irréaliste, scientifiquement et techniquement réfutable et juridiquement illégal. Tenez mes amis, je dis ceci, le projet de 145 territoires est politiquement irréaliste, techniquement et scientifiquement réfutable et juridiquement illégal. Tenez mes amis, tenez. Le projet de 145 territoires, en réalité, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Le projet des 145 territoires, en réalité, c'est de la rhétorique électoraliste et propagandiste. C'est-à-dire, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Voilà, je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. Si je suis très sérieux et je suis prêt, moi-même, suivez-moi, que ce soit moi-même ou les partis, nous sommes prêts à engager un débat contradictoire avec n'importe qui sur chaque projet que nous avons critiqué. C'est scientifique et technique. Même aujourd'hui, je suis prêt. Alors, pourquoi c'est illégal? Je vous ai dit qu'il y a eu... D'abord, c'est quoi les projets des 145 territoires? Le projet des 145 territoires, c'est un projet évalué à 1,660 milliard de dollars. Sur les 1,660 milliard de dollars, normalement, échelonné avec 3 exercices. Premier exercice, c'est en 2021, 300 millions de dollars. 2022 aujourd'hui, 700 millions de dollars. Il est 660 millions de dollars l'année 2023. 3 exercices. C'est quoi les programmes de 145 territoires? C'est des projets pour les routes, les dessertes agricoles uniquement, pour la construction des écoles, pour la construction des hôpitaux, la construction des équipements dans l'administration territoriale, telle que le bureau des habitants du territoire, et je m'en passe. L'enveloppe globale, 1,3 milliard. Alors, parce qu'il est question des projets, qui seront les agents d'exécution de ces projets-là? C'est la première anomalie. Ils vont recruter l'État congolais. La gouvernance actuelle va recruter le PNUD, une agence des Nations Unies, qui n'a aucune compétence dans la loi sur la passation du marché, sur l'exercice du marché, sur le contrôle du marché. Ils vont recruter le PNUD, qui n'a aucune compétence légale d'intervenir. Ils vont recruter des agences du ministère des Finances. BCECO. Je vais vous dire BCECO, c'est quoi? C'est le bureau de coordination. Le BCECO a été créé en 2002, une structure provisoire
Parce que la loi sur la passation du marché au Congo relève des 69. Et dans les années 2000, la loi n'était plus adaptée. C'est comme ça qu'on a dit, les partenaires techniques et scientifiques, techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, ils ont exigé un cadre de transition, un cadre transitoire pour ce qu'il faut qu'on fait la passation du marché qui est contrôlé. Dès lors qu'on a voté la nouvelle loi sur la passation du marché qui remplace la loi de 69, dès lors qu'il y a une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics, le BCECO n'a plus sa raison d'être. C'est une structure illégale qui ne peut traiter aucun marché à ce jour. Et c'est cette structure-là transitoire qui n'a plus de garantie juridique. Il se pose pour la validité des actes que le BCECO va poser. Alors, il faut parler des agences du ministère des Finances. Il y a ce qu'on appelle la C, E, F, E, F. C, E, F, F, et F. Des agences en fait du ministère des Finances. Donc, le PNUD et les deux agents du ministère des Finances, donc le SECO, ne sont pas qualifiés, n'ont aucune compétence légale d'intervenir dans un processus de passation du marché et d'exécution des marchés. C'est illégal. Le projet de 145 territoires doit être arrêté parce qu'il est illégal. Les agents d'exécution n'ont pas la compétence, la légalité de poser des actes. Ça, c'est première irrégularité et première anomalie. Deuxième anomalie ou deuxième irrégularité. Le programme de 147 territoires, vous avez compris, on a promis aux Congolais, plus précisément par la République, de faire des Congolais des millionnaires. Mais dans la répartition de 1 660 000 000, 1 660 000 000, la répartition équitable entre les territoires, c'est-à-dire 145 territoires, chaque territoire a 10 millions de dollars. Pour les profanes, tu vas comprendre que non, c'est un traitement équitable. Tout le monde a 10 millions de dollars. Mais en réalité, mes amis de la presse, les 10 millions de dollars dans chaque territoire va aggraver l'injustice sociale. Parce que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes. Les territoires n'ont pas le même problème. N'ont pas le même espace en termes d'étendue. Vous prenez un territoire tel que Kassenga. Le territoire de Kassenga est plus vaste que le Rwanda. Un territoire est plus vaste que le Rwanda. Et le Rwanda a 4 milliards de dollars par an. Donc, le fait que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes difficultés, n'ont pas la même carence des infrastructures. Vous allez comparer par exemple les territoires qui sont dans la province de Maniema et les territoires qui sont dans la province du Sankourou, la province de Bazouélé, des niveaux de dégradation des infrastructures. Donc, la répartition des 10 millions de dollars équitablement à chaque territoire va renforcer l'injustice sociale. Donc, c'est mauvais. Quand je prends la manière dont on a fait, on n'a pas respecté donc les étapes du programme de développement d'une entité territoriale. Les 6 étapes n'ont pas été respectées. Notamment, il faudrait les études préalables que demander si la population va accepter ce qu'on fait. Jusqu'à définir les priorités, définir la stratégie, chercher de l'argent, eh bien, c'est ce qu'on a dit. Les 6 étapes qu'on procède pour les projets de développement dans des territoires n'ont pas été respectées techniquement. On arrive maintenant aux soumissionnaires. C'est là les drames aussi tragiques de la tragédie.
les soumissionnaires, on a écarté toutes les petites et moyennes entreprises congolaises. Comment ça va se passer? Parmi les conditions pour les soumissionnaires, il faut avoir des millions de dollars comme garantie pour avoir accès à un marché de 145 territoires. Dis-moi, quelle est la petite entreprise congolaise qui peut avoir des millions de dollars dans son compte? Deuxième élément, on vous exigera d'avoir une expérience professionnelle de 2 à 10 millions de dollars. C'est-à-dire, les marchés de 145 territoires, ce sont les Chinois, ce sont les Indiens, ce sont les Libanais, les étrangers qui vont construire. Par conséquent, les Congolais sont sacrifiés alors qu'on donne l'image des données, le travail et rendre les Congolais des millionnaires. Donc je dénonce encore les points de 145 territoires qui excluent les Congolais. L'État a-t-il donné les marchés de 2 millions de dollars à combien de Congolais? Qu'on nous le dise. Ou alors, les gens vont faire des groupements avec l'argent de l'État comme l'opération rétrocommission. Donc vous comprendrez par là que... Et on ne nous dit pas, le projet de 145 territoires va créer combien d'emplois, va réduire la pauvreté à quel taux, va faire augmenter le taux d'électricité à quel taux, taux de décès en eau potable à quel taux, on ne nous dit pas, on va réduire le chômage à quel taux, on ne nous dit pas. Donc vous allez comprendre que tellement que le problème est profond, c'est un problème électoraliste, c'est la rhétorique politique. Ça ne se limite pas là-bas, la situation de 145 territoires. Au-delà de ce que je venais de vous dire, je prends l'exemple de routes. C'est là où il y a la plus grande difficulté. Vous savez d'abord que dans les réseaux routiers congolais, c'est un réseau routier bien entendu, avec des traverses. Ça veut dire que le Belge a construit un réseau qui fait partir des richesses à l'extérieur. De ce fait, donc, ces richesses-là, ils ont conçu là où on met le train, c'est-à-dire la voie navigable n'est pas possible. Donc il y a des territoires dont les débouchements ou les désenclavements sur les trains. Les désenclavements, c'est le fleuve, ou l'eau, ou la rivière, ou les désenclavements, c'est la rivière. Donc, on n'a pas associé les populations locales qui vivent. Qu'on va me déplacer. Mais qu'est-ce qui est mal dans ces contrats? Lorsqu'on a donné ces contrats, a été donné en violation de la loi, les contrats ont été donnés, les marchés ont été donnés de gré à gré. Dans la loi congolaise, on ne peut pas donner un contrat de tel montant d'argent de gré à gré. C'est la violation de la loi. D'ailleurs, à l'époque de l'ancien régime, il y a la ministre Mumba des portefeuilles qui avait refusé de signer, bien que le ministre des Transports avait signé. Parce que le contrat, c'était un contrat léonais, qui bradait les intérêts du Congo, qui bradait le budget du Congo. Je vous ai dit que dans les considérations économiques, on a démontré que le taux de pauvreté est très élevé, le taux de chômage est très élevé, le taux des inégalités est très élevé. Donc il faut tout faire pour concevoir, avoir une créativité, une innovation, pour trouver les moyens à rafler les caisses de l'État, pour combattre le chômage, la pauvreté et les inégalités au pays. Donc chaque source d'argent, les Congolais doivent être jaloux pour voir est-ce que l'argent de l'État, l'argent rentre dans la caisse de l'État. Donc je viens de vous dire que l'État congolais aura 30% et cette société-là de Dubaï aura 70%. Mais c'était scandaleux, pas seulement qu'en violation de la loi sur la passation des marchés, parce qu'il fallait préalablement faire ce qu'on appelle l'appel d'offres internationale, c'est-à-dire la mise en concurrence pour que l'État puisse choisir quel est l'opérateur ou le soumissionnaire où l'État va se retrouver. Il n'y a pas eu de mise en concurrence, il n'y a pas eu d'appel d'offres internationale, c'est comme un client de les amis et amis, on se donne des marchés en violation de la loi. Ça, c'est le premier élément, le cadre légal n'a pas été respecté pour que cette entreprise de Dubaï bénéficie de la construction des ports à eau profonde des bananes. Deuxième élément, dans les contrats, vous trouverez que dans les contrats,
il y a les indices ou les références des rémunérations des agents publics de l'État. La loi sur la passation du marché n'autorise pas cela. Ça, c'est deuxième irrégularité. Troisième irrégularité, les 30% de l'État congolais sera accordé à une société à créer. La société n'existe pas encore. Vous pouvez imaginer un peu ça? On ne sait même pas qui seront les propriétaires, les actionnaires de cette société-là. Donc, vous avez compris qu'il y a une soupçon de corruption parce que c'est très opaque. En conclusion donc, dans la situation du port à nos profits de bananes, la recherche que nous avons menée commande à ce que les peuples congolais exigent de mettre un terme à ces contrats pour revenir dans la procédure légale. Donc ça doit être arrêté. C'est une opération opaque de corruption et de détournement d'argent. Voilà. Voilà. Et qu'un débat soit engagé dans notre société pour qu'on comprenne quel est l'intérêt, qui doit construire. Donc, les ports en eau profonde des bananes posent trois problèmes. Qui va construire? Pour construire, il faut respecter la procédure légale. Qui va gérer et qui va exploiter? Donc les points imposants en termes de la construction, de l'exploitation et de la gestion. Et dans les études pendant les négociations, les plus grands spécialistes du Congo ont été exclus. Je cite, l'ex-Onatra n'a pas été associé, l'OEBK n'a pas été associé. C'est comme quand on a négocié le projet, les INGA 3, on a exclu la SNEL. On a exclu la SNEL qui est la plus grande experte en matière d'électricité. Donc, pourquoi, quel est l'intérêt d'exclure le plus grand expert en la matière? Vous comprenez par là que c'est un contrat léonin pour enrichir le privé, mais ce n'est pas un projet de soi, comme nos frères du Bas Congo pensent que les ports à eau profonde, c'est une réponse aux exigences de la population. C'est contre la population du Bas Congo, c'est contre la population congolaise. Ce n'est pas un port pour l'intérêt du Congo, c'est pas pour ça privé. De règles de bradage ont été données. Il faut que les peuples congolais bloquent ces projets et demandent à ce qu'on revienne dans la procédure légale parce que c'est illégal. Le projet de 100 jours. Le projet de 100 jours pose un problème sérieux de conscience. Il faut apaiser les esprits. Le problème n'est pas tout simplement de 57 millions dont on a vu les procès et que tout le monde a été acquitté, sauf une seule personne qui est condamnée à mort, c'est le juge Yaye, qui a laissé sa femme et ses enfants. Parce que personne n'a fait quelque chose. Tout le monde est acquitté. Il n'y a aucun responsable. Mais on nous a présenté que l'argent est sorti. Vous savez c'est quoi le projet de 100 jours? D'abord, le projet de 100 jours est évalué à 407 millions de dollars. Presque 500 millions de dollars, l'équivalent de l'argent qu'on aurait dans les élections. C'est 497 millions de dollars. Le président de la République a confirmé lui-même, Nicolas Kazan a confirmé au Parlement, Nicolas Kazan, le coordonnateur, a confirmé. Donc, c'est 497 millions de dollars. Et sur les 497 millions de dollars, en septembre 2019, l'État avait décaissé déjà 216 millions de dollars. Parce que les gens regardent seulement les 57 millions. Mais 216 millions de dollars avaient été décaissés en septembre 2019. Et le Congolais a besoin de savoir qu'est-ce que est devenu les 497 millions de dollars. Personne n'a présenté les rapports des services publics. Personne n'a présenté les infrastructures faites. On ne nous dit rien sur les 497 millions de dollars. Alors que le peuple congolais est en difficulté, la population est pauvre, il est dans le chômage, ainsi de suite. Donc, pour le procès de 100 jours, qu'est-ce que nous exigeons? Parce qu'il se pose un problème de conscience, d'apaiser les esprits et les différentes consciences. Il faudrait, que l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, puisse bénéficier des moyens du gouvernement, donc le gouvernement donne des moyens, de sorte que la ARMP procède au recrutement d'un cabinet d'audit international pour auditer les projets de 100 jours pour savoir les 427 millions de dollars ont fait quoi et sont où.
Et ce résultat de cet audit va permettre à ce qu'on sache s'il y a eu détournement, s'il y a une corruption, s'il y a une violation des passations de marché qui ont été données de gré à gré. À ce moment-là, on doit avoir de responsables et on va ouvrir un procès de 100 jours. Donc, le procès de 100 jours n'est pas fini. Les Congolais doivent régler. Le projet de 100 jours, l'affaire des 100 jours.